Mesdames, Messieurs, je suis ravi de vous accueillir en tant que directeur de l'IA Lyon au sein de cet amphithéâtre Malraux pour débuter cette conférence autour d'une implantation en Inde, d'une aventure humaine. Ce cycle de conférences que nous avons opéré avec joie avec nos amis d'acteurs de l'économie Rhône-Alpes est vraiment à la volonté de montrer combien le départ à l'international est une aventure également individuelle et portée par un ensemble de valeurs qui forcément sont confrontées à de la diversité, mais de là naissent forcément des richesses. Et pour nous, à École universitaire de management, c'est vraiment important de pouvoir participer à ces échanges et à ces témoignages autour de ces belles aventures humaines. Et je suis d'autant plus ravi d'accueillir nos hôtes aujourd'hui que parmi eux, il y a une de nos anciennes étudiantes qui a également été ambassadrice, jeune ambassadeur de Lyon, et donc qui donnera également une teinte particulière à ces échanges, particulièrement multiculturels. Un grand merci de votre présence à tous parmi nous. Je ne serai pas plus long. Je vous souhaite une très très bonne conférence. Et le cycle que nous avons lancé, donc nous avons voyagé au Brésil, en Chine à 2 reprises et en Inde, et je suis sûr que nous poursuivrons ce voyage ensemble. Alors, juste quelques mots sur le principe et le format de ces conférences. Avant de vous redire un petit peu le principe, j'ai envie de poser une petite question, faire un petit sondage. Jérôme Rive vient de le dire, on a voyagé dans l'année qui vient de passer, nous sommes allés au Brésil, nous sommes allés en Russie, nous sommes allés à 2 reprises en Chine déjà. Certains d'entre vous ont-ils déjà participé aux conférences précédentes ou pas? Juste pour, voilà, pour savoir. Oula, oui, oula, il y a du monde. D'accord. Donc, vous connaissez le principe. Alors, je vais être très brève, simplement pour vous redire, pour ceux qui n'étaient pas là auparavant, que l'idée est de se baser sur un retour d'expérience, d'essayer de voir avec des personnes qui ont eu ou qui ont encore, bien évidemment, affaire dans leur vie de travail à des pays qui composent les BRIC, qui sont des pays émergents, comme vous le savez, pour essayer de comprendre un petit peu les différences culturelles quand elles sont appliquées au management et à la vie de travail, à la vie professionnelle, pour éventuellement en faire des leviers d'une communication réussie dans des pays qui ne sont pas forcément toujours évidents. Alors aujourd'hui, on parle de l'Inde, vous le savez. Quelques chiffres pour camper le décor, parce que c'est pas rien. Michel Angot, indianiste assez célèbre, a dit « La Chine est plus puissante, mais l'Inde est plus intéressante ». Ça vous fait plaisir pour une image, j'imagine. Voilà, donc tout ça pour dire que l'Inde est un pays extrêmement complexe, c'est une grande démocratie, on l'appelle communément la plus grande démocratie du monde. Simplement, on a affaire à 1,2 milliard d'habitants, il s'agit de 25 États, 14 langues, 5 religions différentes. Elle va bien, politiquement l'Inde est stable, elle se place au 12e rang mondial du PIB avec un bon taux de croissance d'un peu plus de 7%, une natalité qui est bonne, d'un peu plus de 58% d'enfants par femme et un taux de chômage de 9%. Voilà, tout ça pour camper un peu le décor. Mais maintenant, on ne va pas parler que économie, on va parler aventure humaine. Et je vais m'asseoir avec vous pour, voilà, ça marche, c'est merveilleux, pour vous présenter un petit peu les personnes qui sont là. À ma gauche, Emmanuel Poulet-Matisse, vous êtes vice-président de Capgemini et vous êtes en charge des activités business technologie en Rhône-Alpes, très exactement. Alors, Capgemini, on ne présente pas, c'est la première société de services en Europe. Ce qui est intéressant de savoir avec vous, c'est que vous avez aujourd'hui à peu près 120 000 personnes dans le monde, dont 40 000 en Inde. Donc, si on fait un ratio, ça fait à peu près un tiers. Donc, vous allez nous raconter un tout petit peu l'aventure, ce parcours, pourquoi l'Inde, et on y reviendra tout à l'heure. Bonjour à tous. Pour continuer ce tour de table, Jean-François de Lavison, vous êtes président de l'Institut Bioforce, qui forme au métier de la solidarité internationale, et vous avez été pendant de très longues années vice-président de l'Institut Mérieux, en charge des affaires internationales. Vous avez beaucoup voyagé en Inde dans les 30 dernières années de votre vie, ou 25 dernières années de votre vie. Vous avez récemment fondé une structure qui s'appelle Ahimsa Partners. Alors Ahimsa, ça veut dire le respect, je crois, en indien. Respect de la vie, d'accord, on le redira. Et vous développez en gros des partenariats dans le domaine de la santé publique. Donc vous avez toujours œuvré dans le domaine de la santé publique. Donc vous ferez un petit peu office aujourd'hui de consultant sur un pays que vous connaissez culturellement très bien et dont vous connaissez les méthodes de travail forcément.
Et puis on a beaucoup de chance, Jérôme Rive le disait, on ne l'a pas forcément eu dans les conférences précédentes, mais nous avons avec nous une personne originaire du pays dont nous parlons, Purnima Krishnamurti. Alors je voudrais vous remercier vraiment particulièrement parce que vous êtes venu d'Amiens, donc c'est pas rien. Vous avez été, vous, diplômé en 2007 de l'IAE, ici, du Master European Business. Vous êtes indienne, mais vous n'êtes pas qu'indienne puisque vous êtes mariée à un Français depuis peu. Et du coup, vous avez travaillé d'un côté comme de l'autre, puisque vos expériences professionnelles ont été en partie en France, chez Sanofi Pasteur notamment, à la Chambre de commerce de Lyon aussi. Et maintenant, et vous êtes passé aussi par le consulat de France en Inde. Vous avez œuvré beaucoup pour les sociétés françaises qui cherchaient à s'implanter en Inde. Dernier petit détail que je voudrais vous dire quand même, avant que nous n'abordions une conversation à quatre. Chronologiquement, vous le notez, c'est la dernière des conférences sur les pays émergents, les BRIC, et elle n'a pas été facile à monter, simplement parce que statistiquement, il y a aujourd'hui beaucoup moins d'entreprises françaises qui sont implantées en Inde, on va essayer de voir pourquoi, qu'il n'y en a dans des pays comme la Chine, le Brésil ou bien la Russie, dont on a précédemment parlé. Alors, Emmanuel Poulet-Matisse, on va peut-être commencer avec vous. Donc je disais tout à l'heure, ça fait un long moment quand même que Capgemini est implanté en Inde. 40 000 personnes, vous dirigez au quotidien à peu près 400 personnes en Inde. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu le pourquoi, le choix de l'Inde et puis cette aventure? Oui, bien sûr. Bon, tout d'abord, deux mots pour l'ensemble de l'assistance sur ce que fait Capgemini pour comprendre le contexte. C'est, le métier de Capgemini, c'est aider ses clients à mieux utiliser les technologies de l'information pour développer leurs affaires avec les clients. Donc c'est ça le métier de base. Vous utilisez des sous-produits de Capgemini quand vous réservez un billet sur la SNCF ou quand vous réservez une leçon de ski à l'ESF, ou de façon un peu plus indirecte quand vous avez affaire à des grandes entreprises comme Total, Michelin, qui font appel, entre autres, à Capgemini pour construire les bases de ce qu'on appelle leur système d'information. Donc ça, c'est notre métier. Et c'est important de comprendre, en deux mots, notre métier pour comprendre la logique de développement de Capgemini en Inde. Elle est relativement récente, hein, cette démarche, cette stratégie. En 2000, Capgemini décide de s'étendre, je dirais, de façon beaucoup plus approfondie à l'international, en faisant une acquisition d'un cabinet de conseil qui s'appelait Ernst & Young, je dirais, et qui, depuis, est redevenu un cabinet de conseil sur d'autres activités. Mais en 2000, il y a une grosse fusion entre deux entreprises qui s'appellent Capgemini et Ernst & Young. Un an après, le président directeur général qui s'appelle Paul Hermelin, lors d'une visite en Inde, une première visite en Inde, sur une petite unité, il y avait 500 personnes en Inde qui venaient justement de cette fusion Ernst & Young, c'est pour ça que j'en parle, se dit qu'il y a vraiment une belle opportunité pour accélérer le développement de Capgemini. C'est à un moment où Capgemini, le groupe Capgemini a besoin de se bagarrer un petit peu avec des gros acteurs américains, notamment IBM et EDS, sur le marché mondial. Et sur ce marché mondial, il y a énormément de grosses affaires pour des clients prestigieux comme, je dirais, je répète, Michelin, Sanofi, Total, Schneider, pour prendre en charge toute une partie du système d'information de ces clients-là. Ça veut dire que IBM, Capgemini, EDS se bagarrent un peu sur le marché pour prendre ses positions. Et pour prendre ses positions, il faut avoir, je dirais, une force de frappe et aussi, je dirais, un modèle économique qui doit permettre d'offrir, je dirais, un service excellent, mais aussi à des conditions de prix compétitives. Et c'est dans ce cadre-là donc que le président directeur général va en Inde, découvre une petite unité de 500 et se rend compte que ses concurrents, IBM, EDS, sont déjà implantés là-bas avec plus de 10 000 personnes, etc. Bon, forcément, dans un groupe de la taille de Capgemini, ça met quelques années à émerger. Donc, 1 ou 2 ans après, la décision est prise vraiment de donner un coup d'accélérateur majeur. Et là, on est en 2002. En 2002, on passe de 500 à 2000 personnes. En 2004, on devient 4000. En 2007, 20 000. En 2013, 40 000. Donc vous voyez l'accélération absolument impressionnante, je dirais, de
de la croissance de Capgemini autour du potentiel humain qui est en Inde. Et c'est bien ça le fond du sujet, c'est le potentiel humain. Parce que, qu'est-ce qui a soutenu cette décision de la direction générale de Capgemini à se développer aussi vite et aussi fortement en Inde? Parce qu'un tel changement, c'est dur pour une entreprise. Ça veut dire que tout le monde doit s'habituer à travailler avec, je dirais, les consultants indiens, avec l'ensemble de cet écosystème. Et c'est un vrai changement. Et ce changement-là, il a été pris, cette décision a été prise pour 3 raisons. Première raison, effectivement, un potentiel humain d'ingénieurs absolument phénoménal. En Inde, le pays forme à peu près 150 000 à 200 000 ingénieurs informaticiens par an. Donc voilà, ça donne déjà une idée du potentiel humain en termes d'ingénierie. Il faut savoir que l'Inde a fait le choix du service, peut-être contrairement à la Chine qui a plutôt misé beaucoup sur l'industrie de main-d'œuvre. L'Inde a choisi vraiment le service comme premier fer de lance, avec la pharmacie aussi, pour se développer. Donc 150 000 nouveaux ingénieurs par an, des coûts salariaux, c'est aussi un critère divisé par 5 ou 6, alors ça dépend un petit peu de l'expérience des profils, mais l'ordre d'idée c'est divisé par 5 ou 6 pour la France, mais divisé par 10 ou 12 pour les États-Unis. Et puis le troisième point, très important et qui doit être mentionné ici, c'est que c'est un pays stable, vous l'avez dit tout à l'heure, politiquement démocratique, et avec une attention particulière aux droits, je dirais, de propriété intellectuelle, ce qui est important dans notre métier. Voilà un petit peu le cheminement. Alors, merci pour ce cheminement qui est intéressant. Il est important de connaître bien le contexte, bien sûr. Il y a un mot sur lequel je voudrais rebondir. Vous avez dit qu'il a fallu s'adapter. Alors, comment est-ce qu'on s'adapte? Quelles sont les principales différences culturelles que vous avez pu voir au sein de l'entreprise, bien sûr, parce que ce serait quand même très ambitieux d'aller plus loin, entre l'Inde et la France. Quelles sont-elles? Oui, alors d'abord, s'adapter... Nous, tous Français, on est dans notre entreprise et le premier réflexe, c'est je vais perdre mon emploi. Donc, soyons clairs, le premier frein qui existe dans une entreprise comme Capgemini pour collaborer, pour travailler beaucoup plus avec les consultants et les ingénieurs indiens pour servir nos clients, il y a un petit frein au départ, forcément. Le deuxième frein, qui est majeur, et notamment en France, c'est le niveau d'anglais, la pratique de l'anglais. Qui est par rapport à d'autres pays, bon, je passe les États-Unis ou l'Angleterre, où c'est leur langue natale, mais même d'autres pays d'Europe qui sont plus avancés dans leur niveau d'anglais. Donc ça, c'est les 2 freins majeurs. Après, les surprises, les rapports d'étonnement qu'on a dans les premiers mois ou les premiers mois de travail avec l'Inde, c'est tout d'abord, ce qui ressort en premier lieu, c'est la force du collectif. Je dirais les consultants indiens, je parle du mot consultant parce que c'est notre vocabulaire interne, mais on pourrait dire les salariés, les collaborateurs, mais les consultants indiens ont une capacité à se mobiliser en groupe, en équipe, qui est absolument phénoménale. On sent vraiment une culture du collectif chez eux. Et ça, c'est très fort et... c'est plutôt un point qui nous a aidés et qui est important dans notre métier où on fait beaucoup de projets, mais c'est à souligner. Est-ce que je rebondis sur la mobilisation, est-ce que la manière de se mobiliser est la même? Parce que quand on a préparé ensemble cette table ronde, vous me disiez les Indiens ont une capacité à se mobiliser en fin de parcours. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut décontenancer un manager français, par exemple, nous qui avons besoin de prévision, nous qui avons besoin de tout maîtriser dans notre logique cartésienne? Oui, bien sûr. Nous Français, on a tendance à planifier, préparer les choses, bien maîtriser ce qui va se passer en avance de phase, etc. C'est présent aussi chez nos collègues indiens. Mais néanmoins, souvent, on sent que au début, ça a un petit peu du mal à démarrer quand on fait un projet, je dirais, avec des acteurs indiens, avec des équipes qui sont réparties. Nous... on a un principe d'organisation qui s'appelle le One Team, où on essaye de créer très très vite une équipe unie. Malgré tout, le démarrage est un peu fastidieux. Mais depuis, on a progressé, nous, au sein de Capgemini France, sur la compréhension des modes de fonctionnement. Et en fait, il faut passer beaucoup de temps, au début, avec les équipes indiennes, pour leur expliquer le contexte. D'accord ? On ne peut pas travailler avec... nos collègues indiens en leur disant bon voilà, on a organisé le travail, on va faire ça nous, vous allez faire ça vous comme ça et allons-y, voilà le planning.
il faut passer beaucoup de temps à créer une compréhension collective des enjeux pour créer un climat collectif qui permet vraiment à tout le monde d'agir dans le même sens et de gommer l'implicite. Quand on s'écrit des choses en français, entre nous, entre les mots, entre les phrases, il y a des tas de choses implicites qui sont liées à notre culture, à notre vocabulaire, à notre langue, le français. Quand vous faites ça, je dirais, quand vous envoyez une consigne, certes traduite en anglais, mais tout cet implicite disparaît. D'où la nécessité de passer beaucoup de temps à créer le lien, à passer des moments ensemble avec, je dirais, les équipes indiennes, sur des événements, des repas, des fêtes. Donc hors vie de travail. Alors, c'est pas hors vie de travail dans l'esprit des Indiens d'ailleurs, parce qu'ils passent beaucoup de temps au travail, y compris pour faire ça, ce qui peut nous paraître surprenant. Nous, quelquefois, certaines de nos équipes disent, bon voilà, j'ai fait ma part de travail, etc., je pars, et puis je vais faire une activité individuelle, j'ai envie d'aller faire un jogging, etc., avec quand même un individualisme qui est un peu plus poussé que dans les équipes indiennes qui sont très collectives. Donc, eux, ils passent beaucoup de temps au travail, ça peut surprendre au début, mais ils passent aussi beaucoup de temps à se comprendre et à se former collectivement, on va dire. On va passer à vous, Jean-François Delavision. J'ai encore beaucoup de choses à vous demander, mais on va le faire au fur et à mesure, bien évidemment. Alors, je l'ai beaucoup dit tout à l'heure, vous avez énormément travaillé avec l'Inde, vous connaissez bien ce pays. Il est très complexe, il est multiple, on l'a pas mal signalé. Pour vous, selon vous, quelles sont les clés d'entrée d'un partenariat ou d'une relation professionnelle réussie avec l'Inde ? Alors d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation, remercier Acteurs de l'économie, remercier l'IAE de Lyon et vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui et de partager cette discussion avec Pournima et avec Emmanuel. Et nous ne nous connaissions pas, mais l'Inde nous relie déjà et je pense qu'il y a quelque chose qui est passé entre nous. Vous dire aussi que je suis très impressionné de savoir que nous passons après des personnalités comme Alain Mérieux, comme Thierry de la Tour d'Artaise, comme Olivier Ginon. Et donc on va essayer effectivement de pouvoir rendre cette conférence aussi intéressante que celle qu'ils ont rendue dans le passé. Ce que je voudrais dire, c'est que le premier mot pour moi sur l'Inde, je dirais, c'est l'humilité. J'ai effectivement, comme vous le disiez, 2 expériences sur l'Inde, une expérience industrielle, quand j'ai travaillé dans le groupe Mérieux, dans lequel j'ai passé plus de 30 ans de ma carrière, travaillé avec une famille remarquable, et qu'effectivement Alain Mérieux m'a demandé de développer dans le cadre de mes activités un projet sur l'Inde. Donc j'ai contribué à l'époque à créer la filiale de Biomérieux. Et on l'a fait, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, de façon très, très pragmatique et je pense d'une façon assez particulière qui a fait qu'on a réussi parce qu'on était effectivement très conscient de la difficulté de travailler sur un pays complexe. Et quand je dis complexe, c'est pas un pays au sens négatif du terme, mais un pays avec une multiculturalité, une interculturalité très importante. Et qu'effectivement, nous Français, pour travailler depuis effectivement longtemps avec les briques, on a un peu tendance, quand on arrive dans un pays, à s'imaginer que le pays va réagir comme nous réagissons nous, et selon notre culture. Donc la chose la plus importante, c'est l'humilité. Quand vous arrivez en Inde, vous ne savez rien, vous ne connaissez rien, et je crois que le mot effectivement auquel j'ai voulu donner, appeler mon entreprise d'aujourd'hui, qui est Ahimsa, c'est un mot Ahimsa qui était beaucoup prononcé par Gandhi, qui veut dire la non-violence, qui veut dire le respect de la vie, mais qui veut surtout dire que dans 2 cultures, il y a des choses à prendre de chaque côté, de façon à créer des passerelles et à se comprendre. Et je crois qu'avec l'Inde, c'est encore effectivement plus vrai. Et puis dans la deuxième partie de ma carrière professionnelle, puisque j'ai quitté le groupe Mérieux il y a maintenant 4 ans, pour créer ma propre organisation qui se spécialise sur les problématiques de santé pour les populations les plus défavorisées dans le monde. Je continue beaucoup à travailler avec l'Inde, non pas parce que je considère que l'Inde est un pays sous-développé ou un pays pauvre, c'est que je considère que l'Inde est un pays qui met en place des business models qui me paraissent excessivement innovants, et je pense que l'Inde est certainement l'un des pays du monde qui est en train de réussir à le mieux expliquer comment créer des passerelles entre la richesse et la pauvreté, chose que nous ne savons toujours pas faire chez nous.
Voilà, donc l'innovation est aussi une chose très importante. Je me rappelle une réunion à laquelle j'ai été invité il y a quelques années, organisée par le World Economic Forum, donc qui organise Davos en ce moment, et qui organisait une réunion à Delhi. Et le vice-ministre de l'époque nous expliquait que dans tous ces ministères, le Premier ministre de l'époque avait souhaité à ce qu'il y ait le terme innovation et qu'il fallait qu'il y ait dans toutes les activités du pays des choses nouvelles. Je pense qu'effectivement ce qu'a raconté Emmanuel sur Capgemini et ce qui se passe dans le domaine de l'informatique le montre bien. C'est un pays effectivement très innovant, très dynamique, dans lequel nous avons toute une jeune génération qui part faire ses études à l'étranger et qui revient vivre dans son pays, dans lequel vous faites allusion aussi dans le texte de la conférence sur un mot qui m'a interpellé entre comment fonctionne la vie à l'Europe par rapport à l'Inde. Et je me rappelle pour avoir travaillé il y a quelques années pour la Commission européenne sur un projet de rapprochement politique entre l'Union européenne et l'Inde. Et nous avions à l'époque deux délégations, une délégation européenne et une délégation indienne, qui se rencontraient. Dans la délégation européenne, et ça me fait penser à ce côté vieille Europe, il y avait des personnalités, des hommes et des femmes politiques qui n'étaient plus en exercice, qui étaient d'une compétence excessivement fantastique, mais qui étaient des personnes où il y avait une moyenne d'âge qui était supérieure à 65 ans. Et quand nous avons rencontré nos interlocuteurs indiens à Delhi et à Mumbai, nous avions en face de nous des jeunes politiques indiens qui étaient entre 30, 35 ans, 40 ans, et on voyait véritablement la dynamique de ce pays qui se met en place. Alors, il y a concrètement, vous disiez à l'instant que, par exemple, à l'époque de Biomérieux, vous avez eu, il a été appliqué une façon intéressante d'approcher ce pays qu'est l'Inde. Concrètement, ça s'est traduit comment ? Est-ce que c'était plutôt, pardonnez-moi, est-ce que ça a été plutôt une étude de marché ou est-ce que ça a été plutôt on envoie un expatrié et qui passe du temps là-bas pour comprendre les méthodes ? Alors concrètement, j'étais à l'époque le responsable, le vice-président en charge du développement international du groupe et on discutait souvent avec Alain Mérieux qui me disait, bon maintenant, où est-ce qu'il faut que le groupe s'implante ? Je rappelle quand même que l'Institut Mérieux est une société qui fait 80% de son chiffre d'affaires encore aujourd'hui à l'international. Et je lui dis, il faut qu'on aille en Inde. Et Alain Mérieux me disait, attention, l'Inde c'est un pays compliqué, il ne faut pas qu'on se trompe. Et je crois qu'on a eu effectivement une approche qui a d'abord été d'être très humble dans notre démarche et d'essayer de comprendre pourquoi des sociétés réussissaient en Inde et pourquoi des sociétés ne réussissaient pas en Inde. On s'est rendu compte que 80% des sociétés françaises, je parle d'il y a une quinzaine d'années, 80% des sociétés françaises qui s'implantaient en Inde, souvent à travers des joint ventures, c'était des échecs. Des échecs qui étaient essentiellement dus à la différence culturelle entre la vision du développement en Inde et la vision du développement en Europe. Donc on a pris la décision d'envoyer un collaborateur, et je crois qu'effectivement, il faut que les collaborateurs et que les gens qu'on envoie soient des gens qui aient cette humilité et cette ouverture d'esprit. Et le collaborateur est parti pendant 1 an pour faire une étude, et avec l'objectif de nous dire au bout d'1 an si oui ou non le groupe devait s'implanter sur l'Inde, et si oui, comment. On a rencontré énormément de gens. On a rencontré énormément de gens qui nous ont expliqué pourquoi eux, effectivement, n'avaient pas réussi dans leur expérience. Et on a pris la décision au bout d'1 an de monter une société, de la monter à 100% capitaux français, donc de ne pas faire de partenariat. Et je crois que c'était la bonne décision. Cette société, donc maintenant qui a 15 ans, s'est beaucoup développée. Il y a 150 personnes qui sont présentes dans le pays et dont on est content. Mais je crois effectivement qu'il est important sur ces pays-là, sur les BRICS, et certainement encore plus sur l'Inde, d'effectivement tenir compte des expériences qu'ont eues les autres et d'essayer de comprendre pourquoi ça a marché ou ça n'a pas marché. Je voulais juste rebondir sur le mot humilité qui est très très important. Je dirais, il résonne très très fort dans ma tête parce que c'est fondamental. Si vous voulez effectivement réussir dans votre développement en Inde, c'est un mot-clé. On m'avait dit, attention, en arrivant en Inde, les acteurs indiens font de l'informatique depuis des années, c'est quand même eux les rois du monde, etc. Donc ne soyez pas choqués si il vous faut comprendre à demi-mot que vous n'êtes pas tout à fait à leur niveau. Mais je suis arrivé là-bas, mais pas du tout, du tout. Je veux dire, on sent un respect total et toujours l'envie de construire, je dirais, la bonne organisation, le bon compromis, avec beaucoup d'humilité. Donc, comme vous le disiez, Jean-François, pour réussir en Inde, il faut envoyer des gens, parce que c'est toujours nécessaire d'envoyer des premiers acteurs qui ont cette qualité-là, sinon on va à l'échec.
Purnima, je voudrais me tourner vers vous parce que vous avez été silencieuse et sage jusqu'à présent et je ne peux pas ne pas vous donner la parole. J'aurais dû, en tant que fan, commencer par vous d'ailleurs. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit à un moment donné Jean-François Delavison qui expliquait qu'il y avait une demande forte d'innovation de la part des Indiens, première chose, et un nouveau business model qui était en train de se mettre en place. Je crois qu'il porte un nom. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette jeune génération et de ce nouveau business model qui peut-être va nous expliquer derrière un petit peu ce qu'il faut que nous, Français, comprenions quand on travaille avec les Indiens? Oui. Donc bonjour à tous. Juste pour me présenter brièvement, j'étais une ancienne de l'IAE, donc il y a quelques années j'étais assise à votre place et ça me fait un drôle d'effet pour échanger ici maintenant. Donc pour rebondir sur les sujets d'innovation à l'indienne, il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'une personne vit en Inde, s'il regarde les Indiens autour de lui, il va vite se rendre compte que les Indiens ne vivent pas, mais survivent. Et pourquoi? Parce qu'il y a une faiblesse des institutions publiques, il y a des situations adverses tout au long de la journée, et il faut faire beaucoup avec peu. Donc, qui oblige à chaque Indien, n'importe quelle personne, que ce soit une entreprise ou même une personne de la rue en Inde, de créer une solution innovante, mais créative, pour s'en sortir de la situation. Donc, dans le monde quotidien, tous les Indiens ont cette capacité d'adaptation et on appelle ça très couramment Jugad, qui est aujourd'hui rentré comme un terme de management, comme un concept de management, et beaucoup d'entreprises occidentales maintenant regardent ça d'un œil beaucoup plus précis sur l'Inde, comment les Indiens arrivent à innover avec peu de ressources. Ils appellent ça aussi dans le monde anglo-saxon comme innovation. Et pour vous expliquer un peu comment les entreprises ont un peu réussi en Inde, les entreprises françaises, notamment je peux citer 3 entreprises qui ont complètement compris qu'il ne faut pas offrir des solutions sophistiquées qu'un Français est capable d'offrir à un monde européen, mais chercher à répondre à un besoin basique des Indiens. Par exemple, Schneider Electric, qui est une des grandes sociétés françaises implantées en Inde, ils ont compris que la 3/4 de la population indienne, donc c'est-à-dire en chiffre 900 millions de personnes, vivaient dans les villages et qui avaient peu ou pas d'électricité. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'offrir des réseaux d'infrastructures, ils ont proposé une lampe qui s'appelle India, donc il y a un jeu de mots en hindi qui veut dire lampe, avec des batteries rechargeables ou solaire, panneau solaire, avec un panneau solaire, qui a un grand succès en Inde. Et tout ça grâce à l'innovation française, mais pour le marché indien. Deuxièmement, il y a aussi L'Oréal, grand leader mondial cosmétique. Ils ont compris que les Indiens, ils consomment, c'est une nouvelle génération qui adore consommer, mais qui voulaient quand même pas sortir de leurs habitudes communes. Donc, au lieu de proposer un shampoing et conditionneur, ils proposent un shampoing d'un en un, l'huile avec shampoing, parce que les Indiens ont cette habitude de nourrir leurs cheveux avant shampoing. Et le conditioner n'était pas adapté au marché indien. Donc, pareil, ça fait une très bonne réussite pour les entreprises françaises en Inde. Et les Indiens, ça répond pile à leurs besoins. Et une troisième, qui est Danone, encore un grand leader agroalimentaire en Inde. Et qu'est-ce qu'ils voulaient vendre? Ils voulaient introduire le concept de yaourt sucré en Inde. Qu'est-ce qui se passe? C'est très bien, très sophistiqué à nouveau pour le consommateur de base indien. Et ils se disent, finalement, ça n'a pas le même effet qu'on a voulu faire sur le marché indien. Mais un lassi, peut-être tous ceux qui ont voyagé en Inde ou connaissent la culture indienne, le lassi qui est une boisson traditionnelle à base de yaourt, qui rapproche un peu un yaourt sucré, ça parlait beaucoup plus aux Indiens. Donc ils ont dit, OK, au lieu de vendre un concept de yaourt, on vend un lassi. Et un lassi à la mangue, un lassi salé.
Et pour la première fois dans tout leur portefeuille de produits, ils ont été capables d'inventer ça que pour les Indiens et en même temps créer un aspect, plus personnalisé, indianiser l'approche du marché. Donc on a bien compris que d'un point de vue un peu macroéconomique, il s'agissait d'adaptabilité, enfin de s'adapter au marché en question. Je voudrais qu'on revienne sur des thématiques un tout petit peu plus liées aux relations de travail et à l'interculturel pur. Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Comment les Indiens perçoivent-ils les Français? Dans le monde du travail, hein, j'entends. Oui. Donc, bon, c'est une question assez délicate. Je vais essayer de répondre dans une manière... très sincèrement. Très sincèrement. Il faut quand même reconnaître que la France bénéficie d'un aura très, très important en Inde. Ce qu'on appelle le soft power. Sa langue, la culture française est très, très bien appréciée. Les Indiens adorent s'inscrire pour des cours de français, même pour une courte période, juste pour ouvrir leurs yeux sur la France, Paris, la romance, le luxe. Donc, tout ça, c'est quand même, il faut reconnaître que la France est bien placée sur cette image. Et d'ailleurs, il y a le festival actuellement en Inde qui s'appelle Bonjour India, fait par les acteurs publics français pour justement promouvoir cette culture. Après, la France, quand on connaît les Français en Inde, on voit un certain amour pour leur culture, une certaine fierté sur leur propre histoire. Dans le monde du travail, très précisément, dans le monde de l'entreprise, comment est-ce que le management à la française est perçu? Plutôt cartésien, je dirais. C'est là où les deux mondes se croisent, parce qu'un Indien, parfois, il a du mal à tout planifier d'un coup pour toute l'année, alors que le Français veut plus de visibilité. Une population qui aime bien contrôler la situation et être moins risque-averse, mais c'est aussi un pays où le rationnel français trouve vite ses limites. Il faut reconnaître ça. Donc, il ne faut pas trop chercher à comprendre pourquoi et comment, mais il faut se laisser dérouler la situation. Et ce sont des points marquants pour les Indiens. C'est important, oui, de savoir ça. Emmanuel Poulet-Matisse, est-ce que vous confirmez qu'il ne faut pas trop arriver avec des a priori sur la culture managériale qui est la nôtre et ne pas trop exposer les Indiens à cette culture? Comment on fait pour réussir cela? Alors, comment on fait? D'abord, une première chose qui marque quand on travaille avec les Indiens, c'est leur respect de la hiérarchie. C'est-à-dire que et ça rejoint le sens collectif, c'est-à-dire que un consultant indien, si quelqu'un lui demande quelque chose directement, il va commencer par vérifier avec son responsable direct que ça a bien été validé et que c'est normal. Donc il faut bien respecter ça, parce que c'est fondamental dans le fonctionnement. En ce qui concerne, je dirais, la planification et l'informel, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est... Les acteurs indiens et les consultants vont se mettre en mouvement dans une dynamique positive à partir du moment où ils ont bien compris le contexte, où ils ont bien adhéré à la philosophie générale, etc. Donc on ne peut pas effectivement planifier, être très cartésien en disant on fait ça, ci, ça, etc., sans bien expliquer le contexte. Et comme ils savent très bien que le contexte, au bout de 3 mois, il ne sera plus le même, effectivement, ils ont du mal à se projeter à 6 ou 8 mois. Ils nous disent... Bon, ce sera une autre situation, l'environnement sera complètement différent dans 6 ou 8 mois. Autre élément caractéristique, quelquefois sur nos projets informatiques, on a quelques moments d'urgence, comme vous quand vous avez à finir un dossier, etc. Et devant l'urgence, on appelle ou on vient voir des consultants indiens, on leur dit c'est urgent pour demain soir, etc. Et il y a quand même un certain relativisme par rapport à la culture, à la réincarnation, etc. En disant bon... j'ai d'autres vies après celle-là, etc. Enfin, on relativise l'urgence et l'importance qu'on peut mettre sur des actes business, je dirais, très opérationnels quotidiens. Et pour vous, Jean-François de la Vison, ce rapport à l'incertitude qui nous effraie, nous, occidentaux, français, est complètement différent pour les Indiens?
Ils n'ont pas peur de l'incertitude, c'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fréquemment rencontré dans vos relations de travail avec les Indiens? Non, je pense qu'ils n'ont pas peur de l'incertitude parce que c'est une population, on disait, 1,2 milliard d'habitants, qui est tellement diverse et différente au niveau de la religion, au niveau des castes. Je ferai un petit commentaire par rapport à ce que disait Emmanuel. C'est vrai que respect de la hiérarchie, respect de la caste. Et moi, je me rappelle cette expérience qu'on avait eue où on avait dans notre équipe un prêtre brahmane. Et ce prêtre brahmane, hiérarchiquement rapporté à un jeune hindou. Mais quand il y avait des breaks, qu'on allait prendre un café ensemble, c'était le jeune hindou qui était le supérieur hiérarchique du prêtre brahmane qui allait chercher le café pour le prêtre brahmane. Il faut culturellement le comprendre et l'accepter. Les Indiens, pour ceux qui connaissent l'Inde, et Purnima me contredira pas, ont ce côté aussi assez surprenant. Je me rappelle, moi, la première fois que je suis arrivé en Inde, une des premières fois, j'avais une conférence à faire devant 120 jeunes Indiens dans une université. L'Indien, quand il dit non, il ne fait pas ça avec la tête, il fait ça. Et c'est assez déstabilisant parce que vous faites passer un message et vous demandez aux gens après, vous avez compris, et ils font tout ça de la tête, l'air de dire non, on n'a rien compris à ce que tu as raconté. Il faut effectivement, ça aussi, le comprendre. Quand on a créé notre filiale, on a fait, parce que c'est la tradition indienne, ce qu'on appelle une puja. La puja, c'est le baptême. Nous avons baptisé notre filiale à Delhi, un jour, en plein été, 40 degrés à Delhi, dans les bâtiments. On a ouvert les fenêtres et on a fait un immense feu. Hein, donc 40 degrés sans feu, imaginez-vous ce que ça faisait avec le feu, pour pouvoir effectivement baptiser la filiale et avoir ce côté de la tradition indienne qu'il fallait respecter. Donc le côté altruiste aussi est quelque chose qui me paraît très important. Moi je suis très impressionné en Inde par l'engagement que les Indiens donnent vis-à-vis, les Indiens plus favorisés donnent vis-à-vis des moins favorisés. Dans le domaine de la santé, j'ai un certain nombre d'exemples, effectivement, j'aurai un certain nombre d'exemples à partager, de voir des gens qui sont capables de quitter une position, de quitter un boulot, de quitter une responsabilité pour aller s'occuper, effectivement, des Indiens les plus défavorisés. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que vous faisiez référence tout à l'heure à ces nouveaux business models. Il faut savoir que toutes les grandes théories économiques qui viennent sur la façon d'aborder le marché des populations les plus défavorisées viennent de grands économistes indiens. On a cette approche qu'on appelle le bottom of the pyramid, hein, qui est le BOP, qui est de dire, dans le business mondial, on peut soit effectivement faire des très grosses marges sur des petits volumes, dans des produits très sophistiqués, l'informatique, le luxe, etc., etc. Mais il y a un business qui est important et qui se développe beaucoup en Inde, qui est de dire, il y a une population de masse dans laquelle on peut effectivement faire des très gros volumes avec des petites marges. Et quand vous parliez effectivement de Danone, de L'Oréal, de Schneider, c'est ce que ces gens-là et c'est ce que ces sociétés font. Et ce sont des professeurs indiens qui ont fait ces théories. Je vous en prie, Emmanuel Poulet-Matisse, vous voulez réagir? Je voulais réagir par rapport à votre remarque sur les castes. Parce que cette perception de la prégnance des castes, je pense qu'elle n'est pas la même partout en Inde. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Inde, à Mumbai, et c'est relativement peu visible. Ça existe. Mais c'est relativement peu visible parce que Mumbai est une ville tellement ouverte sur l'international, et peut-être que vous pourrez nous éclairer, qu'il y a un brassage des populations qui fait que ces traditions, ces castes, qui sont très prégnantes, je dirais, sur la plupart du territoire, hein, nous sommes bien d'accord, elles sont quand même beaucoup moins apparentes dans les grandes mégalopoles que sont Mumbai, technologiques, que sont Mumbai, Bangalore, etc. Et donc, d'une part, c'est quand même moins présent dans la vie au quotidien. J'en ai reparlé hier soir avec un consultant indien qui est dans mes équipes en ce moment, qui est de Mumbai, où il m'expliquait effectivement il ne faut pas tirer des généralités sur l'ensemble de l'Inde, et qu'il y a vraiment des particularités à chaque endroit. Et puis là où il y en a, là où les castes sont vraiment présentes, comme vous l'avez dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas respect de la hiérarchie dans le travail. Ça veut dire qu'ils ont une telle empathie et attention au fonctionnement, je dirais, collectif, qui respectent les règles malgré les castes. Maintenant, elles reviennent, comme vous l'avez dit, à la machine à café. Il est normal que, voilà, c'est subtil.
Alors, il y a tout un tas d'autres sujets sociologiques, entre guillemets, qu'on va aborder dans un deuxième temps. Je voudrais juste faire une toute petite pause pour me tourner vers vous tous et vous dire quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que la parole vous sera bien évidemment donnée à la fin de cette conférence, pendant une grosse demi-heure environ, pour poser des questions, bien sûr, à nos trois intervenants. Donc, si vous avez déjà en tête des questions, surtout gardez-les, commencez à les préparer dans vos têtes, puisque ce sera bientôt à vous. Voilà, donc je me retourne vers vous trois, simplement pour vous dire que on va terminer avec les sujets que sont la place de la femme, de la religion, on en a pas mal parlé, mais pour rester dans le domaine purement management et relations de travail, pour Nima, pour vous, quelles sont les qualités nécessaires pour survivre en Inde, imaginons pour un Français, dans la vie professionnelle? Je viens m'implanter ou je suis embauché ou peu importe le statut, mais quelles sont les qualités dont nous avons besoin pour survivre dans cette vie professionnelle? Donc, chaque occidental doit comprendre que pour vivre en Inde, il faut avoir une attitude très zen et très optimiste. Je sais que c'est difficile quand on vient de France de voir pourquoi le train ne marche pas, pourquoi il n'y a pas d'électricité. Ne pas chercher à expliquer peut-être, à tout expliquer. Oui, parce qu'en fait, en Inde, il faut quand même avoir un esprit que tous les Indiens se disent ça dans la tête. On ne sait pas comment on va y arriver, mais on va finir par arriver. Donc, vous le comprendrez quand vous êtes sur place, c'est comme ça que ça se passe. Et, ça fait un peu peur, hein, quand même. Ensuite, le sens d'adaptation. Vous allez traverser la rue et il y aura une activité qui va vous gêner, il y aura une calamité naturelle. Du jour au lendemain, les lois vont changer. Donc, comment faire? Il faut réagir vite. Il ne faut pas se noyer encore plus dans les problèmes, mais il faut vite réagir et agir dans l'urgence. Donc, une capacité d'adaptation jusqu'au maximum, au niveau maximum, c'est prérequis en Inde. Troisièmement, je dirais être très patient, mais aussi persévérant, parce que tout ce que vous allez imaginer que ça va se passer dans un tel déroulement, il faut se canaliser, il faut faire beaucoup d'ajustements, mais finalement on va y arriver. Et comprendre aussi de vivre dans la frugalité, vivre avec des choses peu, mais se contenter avec ça. Et dernièrement, je dirais accepter l'imprévu tel qu'elle est. Est-ce que, Jean-François Delavison, je rebondis à ce que dit Purnima, donc il faut un rapport au temps peut-être, enfin accepter un rapport au temps bien différent de celui qui est le nôtre en Occident. Est-ce que cette non-acceptation, cette rapidité qui est la nôtre peut faire partie de ce qui nous fait perdre des parts de marché? Parce que si l'on regarde, les Allemands sont bien présents, les Anglais aussi, les Américains aussi. Alors il y a la langue, mais pas que, parce que les Allemands sont allemands, ne parlent pas forcément mieux anglais que nous, quoique... Si, oui, mieux, mais pour beaucoup mieux, d'accord. Mais quels sont les autres paramètres qui nous font, entre guillemets, perdre des parts de marché en Inde? Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que disait Purnima. Il y a une autre chose qui est importante quand on s'implante en Inde, c'est d'avoir un estomac solide, parce que la nourriture est tellement épicée qu'il faut faire quand même très attention. Ça, c'est une chose importante. Ou d'être prudent. Moi, je crois que je dirais pas que... Je pense qu'on a mal compris effectivement l'Inde sur la façon de s'y implanter. Je crois qu'on a un certain nombre de sociétés, on en a une présente ici, le groupe Mérieux sont là aussi pour montrer qu'il y a des sociétés qui sont performantes, qui réussissent. Je pense qu'effectivement il y a une proximité culturelle qui est très importante entre l'Inde et la France, sur la culture, sur l'histoire. Je vous recommande à tous un bouquin absolument fantastique qu'a écrit Catherine Clément, sur l'Inde, qui est pour l'amour de l'Inde, qui est l'histoire de l'Inde au moment de l'indépendance, et l'histoire de la relation entre Irina Mountbatten et Nehru. C'est très bien raconté, ça explique, et je crois qu'effectivement, il y a même pour moi plus de similitudes au niveau culturel entre l'Inde et la France qu'entre l'Inde et l'Angleterre. Paradoxalement, finalement. Paradoxalement. Voilà, donc moi je crois qu'on a peut-être mal appréhender la problématique de l'Inde. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour bien connaître les autres briques, c'est certainement le pays sur lequel, au niveau business,
c'est le plus difficile d'arriver à faire du business. Mais je pense qu'effectivement, on a des sociétés françaises qui y ont réussi, qui sont performantes, et qui montrent qu'on est en train de prendre une nouvelle approche, une nouvelle dynamique. Il faut qu'on travaille avec l'Inde. L'Inde n'est plus un pays de colonisation. Je crois qu'effectivement, il y a une compétence très forte. On a parlé d'innovation, qui est très vraie. On voit dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, dans le domaine de la santé, dans le domaine des génériques, les génériques viennent d'Inde. C'est quand même les Indiens qui ont réussi à développer des produits et qui arrosent aujourd'hui le marché mondial. Contrairement à tout autre pays des BRICS, c'est pas le Brésil, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est l'Inde. Donc je crois qu'effectivement, on a en face de nous une population excessivement développée, excessivement compétente, excessivement intelligente, et qui a véritablement des partenariats intéressants à développer. Et moi, je pense qu'au contraire, la situation de la France aujourd'hui est très positive et optimiste, parce qu'il y a tellement de choses à faire avec ce pays. Merci de cette analyse parce que c'est très encourageant. On va arriver maintenant à la place de la femme parce qu'on a des a priori, nous, Français, forcément. On a le sentiment que le ratio de femmes qui travaillent est moindre que dans nos pays à nous. Première chose, est-ce que c'est vrai? L'un ou l'autre, avez-vous la réponse à cette question? Moi, j'ai un point de vue avec mon focus sur la société Capgemini. Je peux vous donner quelques chiffres. En France, Capgemini, c'est à peu près 20 000 personnes. Il y a 22% de femmes aujourd'hui ce ratio correspond au ratio de femmes qu'on a dans les écoles d'ingénieurs, donc c'est pas très surprenant, ou dans les écoles de commerce. Donc on a une continuité entre les ratios dans les formations supérieures et puis notre ratio en France. En Inde, c'est 25%. Donc vous voyez, le ratio de femmes dans nos effectifs indiens est un peu plus élevé qu'en France, et surtout, les Indiennes ont plus de responsabilités de middle management, voire de top management, puisqu'aujourd'hui, Capgemini India est piloté par une Indienne. Donc ça veut dire que c'est finalement une idée reçue que nous pourrions avoir, nous, en France. Vous êtes d'accord avec ça, Pournima, vous qui avez qui avez travaillé des deux côtés, finalement? Je dirais, voilà, d'abord, il faut séparer le monde, en fait, le rôle de la femme dans le monde de la société indienne et dans le monde d'entreprise. Bien sûr, il y a des a priori de la femme soumise indienne, les préjugés et tout. Mais dans le monde d'entreprise, ces différences sont peu visibles. La personne qui est compétente finira par monter les échelons, ce qui est le cas de Capgemini. La directrice de Facebook, c'est une dame en Inde. Donc, il y a des exemples très inspirants en Inde, de la femme présidente jusqu'à une cosmonaute, jusqu'à la chef de la police indienne, c'est tous des femmes. Donc, si elles ont réussi à arriver, c'est grâce à leur propre compétence et une envie de réussir. Donc, vous allez trouver ça chez toutes les femmes indiennes, une certaine envie de réussir, une certaine envie de se prouver par rapport aux hommes. Et deuxièmement, je dirais en quoi c'est important pour la France d'identifier de bons éléments féminins. La plupart des étudiants de langue française sont des filles, sont des jeunes filles indiennes parce que naturellement la langue française est féminine par sa culture, la mode, la gastronomie. Donc vous allez souvent avoir affaire à recruter des jeunes indiennes bien formées, bien talentueuses, qui ont soif d'apprendre et bien évidemment compétentes pour votre entreprise. Je confirme, on a dans nos services de traduction en Inde beaucoup de femmes qui ont d'ailleurs beaucoup de succès quand on vient avec elles pour faire des présentations à nos clients, parce qu'elles ont effectivement un charme et une utilisation de la langue française parfaite. Elles apprennent très bien cette langue-là, et ça aide nos clients à mieux accepter la différence, parce que quand même il y a toujours cette barrière de la langue. Je vous en prie. Deux choses. La première, c'est qu'on parle du rôle de la femme en Inde. Je voudrais quand même dire un petit mot aussi sur ce drame qui s'est passé en Inde il n'y a pas longtemps, avec cette jeune femme qui a été violée dans ce bus, qui aurait pu, à mon avis, arriver dans n'importe quel autre pays du monde. Mais c'est quand même un sujet qui nous a tous beaucoup touchés. Moi, je pense que, dans ce que dit Pournima, je partage complètement, mais la femme, dans la population, en tant que mère de famille, il y a quand même un rôle crucial. Quand on voit par exemple ce qu'a fait Mohamed Yunus, le prix Nobel de la paix, l'homme du Bangladesh sur le microcrédit, et ce qui se fait en Inde, c'est que tout passe par la femme dans le foyer, dans la famille. Parce que l'homme n'est souvent pas là, parce que l'homme dépense effectivement souvent l'argent qui gagnait la part famille, et la femme est le point de ralliement, je dirais sérieux, crédible,
dans la population indienne, chose qui est très importante, et le lien, enfin la personne qui fait le lien au niveau du foyer. Et moi, je suis impressionné, et dans le domaine de la santé, c'est encore peut-être plus vrai, par le nombre de femmes indiennes qui ont des postes de responsabilité à la tête d'entreprises pharmaceutiques de numéro 1. La directrice générale de bioMérieux aujourd'hui en Inde est une indienne, est une femme indienne. Et ce sont des femmes qui sont d'une compétence, d'un brillantissime, etc. Et c'est important à dire aussi. Je pense que, comme tout à l'heure aussi, il n'y a pas une homogénéité, je dirais, vous avez raison de souligner la dichotomie entre la place de la femme dans le monde professionnel et dans la sphère privée. Mais il y a aussi des villes comme Mumbai ou Bangalore où la situation de la femme est différente de celle qu'elle peut avoir dans d'autres régions d'Inde. Je vous pose la question, mais c'est sans doute le cas. Il faut aussi savoir que dans le sud de l'Inde, c'est quand même une société plus matriarcale. Par rapport au nord de l'Inde, c'est dû à la religion. Vous allez tout de suite remarquer qu'il y a beaucoup de déesses par rapport aux dieux dans le sud de l'Inde. Et si on rentre un peu plus dans le monde philosophique qui finalement va influencer aussi comment est aperçu le monde, la femme en Inde, c'est que vous allez voir la femme indienne, quelle que soit elle soit moderne ou occidentalisée à vos regards, elle incarne quand même beaucoup de personnalités de ces déesses, comme Lakshmi qui est sage, la grâce indienne, la douceur, comme Saraswati, et en même temps rebelle, comme la déesse Kali. Donc vous allez retrouver toutes ces personnalités au sein d'une femme indienne, et il ne faut pas avoir justement ces préjugés qu'une femme indienne est soumise, elle fait ce que l'homme lui dit, mais quelqu'un qui pense pour elle-même, qui a un esprit qu'elle a établi pour réussir dans la vie. Alors, au-delà des femmes, il y a aussi une place très importante, je crois, accordée à la famille dans l'entreprise. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, Purnima? Est-ce que c'est réel? Oui, tout à fait. D'ailleurs, si on regarde la structure des entreprises en Inde qui vont du petit échoppe, de l'épicerie du coin de la rue jusqu'aux grands conglomérats comme Tata ou Reliance, ce sont tous largement détenus par des familles. Donc, non seulement politiquement, mais aussi dans les valeurs. Et ce qui est important, c'est que les Indiens, même s'ils sont exposés à une culture d'entreprise et un système de management étranger, occidental, ils attendent tous un système paternaliste. Ils ont plus confiance dans un système de management paternaliste. Et ce qui est important aussi pour un chef français, même si ça va au-delà de vos convictions, c'est de respecter l'hiérarchie et essayer de garder une figure de chef charismatique et visionnaire. Les Indiens attendent ça, du plus bas échelon jusqu'au grand directeur du monde de conseil. Regardez Ratan Tata, M. Dhirubhai Ambani, Anand Mahindra. Si vous évoquez leur nom chez leurs employés, ils vont être traités comme un demi-dieu. Et ça, c'est important pour vous de comprendre qu'il faut arriver à pénétrer dans l'image, dans l'esprit des employés indiens. Et ça se fait avec la relation personnelle, bien sûr. En fait, la réussite des sociétés indiennes est basée sur deux principes de fonctionnement. C'est effectivement un responsable d'entreprise qui est visionnaire et qui non seulement est visionnaire, mais communique bien cette vision. Et puis, je dirais, des processus très industrialisés et, comme vous le disiez tout à l'heure, très contrôlés. Un Indien n'est pas du tout choqué qu'on contrôle régulièrement son travail. En France, on contrôle une première fois, ça va. Si mon patron me contrôle toutes les semaines, ça commence à m'énerver un petit peu. C'est pas du tout le cas là-bas. Donc c'est la vision, des process bien établis et régulièrement contrôlés. Et tout ça, ça marche. Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé, qui gangrène le pays, on le sait tous, c'est la corruption. Alors elle est appliquée aussi bien chez l'homme de la rue qu'au niveau le plus haut de la politique. Comment, Emmanuel Poulet-Matisse, je me tourne vers vous, mais ça pourrait être vous, enfin vous trois. J'ai pas d'argent pour vous. Bon, alors j'arrête ma question. Non, comment est-ce qu'on gère cela? Enfin, est-ce que ça peut être gênant dans les relations avec les entreprises indiennes que vous pouvez croiser, les sous-traitants, Bon, franchement, mais là encore, c'est que mon périmètre, j'ai jamais rencontré le moindre problème de corruption avec l'Inde. Mais bon, je suis au sein d'une organisation Capgemini qui est vaste,
très importantes, avec, je dirais, des règles on va dire, de multinationales. Par contre, il est clair, quand j'échange avec mes interlocuteurs indiens, qu'elle existe, cette corruption. Donc, elle existe au niveau politique, enfin, au niveau des instances. Elle existe aussi au niveau du business privé. Ceci étant dit, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience collective que ça devient vraiment un frein, je dirais, au développement de l'Inde. Donc, je crois qu'il commence à apparaître ou à émerger des lois, effectivement, anti-corruption, dans lesquelles les politiques et les responsables d'administration doivent répondre, je dirais, à ces lois, alors que ce n'était peut-être pas le cas ces derniers temps. Je sens que ça bouge, mais je n'en sais pas plus. Vous confirmez, Purnima, que ça bouge? Bien sûr, donc les Indiens, surtout la jeunesse indienne, comprennent qu'ils sont sous le radar de mondialisation. Et l'année dernière, si vous avez un peu suivi la presse, vous allez tous voir aperçu qu'il y avait des manifestations partout en Inde par les jeunes et un activiste qui s'appelle M. Anna Hazare, justement pour arrêter la corruption, pour créer une loi, plus de transparence, surtout au sein des institutions publiques. Donc c'est en train de bouger, on n'est pas encore arrivé, mais petit à petit, il y a un mouvement vers le changement positif. Et Jean-François Delavisson, sur ce sujet, vous avez rencontré des situations rocambolesques, difficiles, incompréhensibles? Alors oui, j'ai eu des situations rocambolesques, d'ailleurs pas uniquement qu'en Inde. Quand on parle de corruption, je fais plus la connexion avec des pays comme la Russie à titre d'expérience personnelle. Moi, je crois que sur l'Inde, et je rejoins ce que dit Emmanuel et ce que dit Purnima, c'est l'Inde est un pays qui est tellement vaste et dans lequel il y a surtout des différences salariales qui sont telles qu'on peut se poser des questions quand quelqu'un touche un salaire $1 par jour ou moins de $2 par jour, qui demande les bribes, hein, les bakshish, hein, ce que disent les Américains. Je crois qu'il faut être très très vigilant. La corruption, elle existe partout. C'est un problème de la mondialisation et elle existe aussi bien dans les pays qu'on appelle émergents que dans les pays développés. Et à des niveaux qui sont totalement différents quand on parle d'armement ou quand on parle d'un bakshish qu'on donne à quelqu'un pour sortir un produit de la douane parce que ce produit se périme et que si on n'arrive pas à le sortir, eh ben, il va y avoir derrière des conséquences terribles dans le domaine de la santé parce qu'on ne va pas être capable de soigner les gens, etc. Donc c'est un problème effectivement important. Le côté positif de la mondialisation, c'est je crois que tout le monde se penche effectivement sur ce problème, tous les politiques, et l'Inde est un pays effectivement qui travaille beaucoup dessus avec des programmes politiques très forts. Je crois que c'est un problème global qui va prendre beaucoup de temps, mais pas qu'en Inde, au point de vue mondial. Bien sûr, c'est évident, ça concerne d'autres pays, on est d'accord. Emmanuel Poulématis, vous vouliez réagir? Oui, juste, je voulais réagir à un propos de Jean-François au sujet des strates professionnels. J'ai été assez surpris quand j'ai entamé des discussions avec mes interlocuteurs en Inde, d'apprendre que mon interlocuteur avait un chauffeur, que ce chauffeur lui-même avait chez lui une femme de ménage, qui elle-même chez elle avait... Donc il y a comme ça des dizaines et des dizaines de strates de différents métiers, avec effectivement des salaires qui vont du plus bas jusqu'au plus haut. Et ne serait-ce que dans l'organisation interne Capgemini, là où le rapport entre un jeune consultant qui débute et un top manager est peut-être de l'ordre de 1 à 7 en termes de rémunération, il va être de 1 à 15 en Inde. C'est pour ça qu'au sein des entreprises, je dirais, d'envergure, avec beaucoup de salariés comme Capgemini, il y a un point qui est crucial pour faire fonctionner la mécanique et l'équipe, c'est de bien comprendre qu'ils sont très très attentifs à l'ascenseur social, c'est-à-dire à leur évolution. Donc si on arrive à les mobiliser dans un projet pour les faire progresser dans leur évolution, ça va très vite, quoi. Alors avec ce côté paradoxal, mais qui est le côté paradoxal de l'Inde, c'est qu'on parlait tout à l'heure du groupe Tata. Le président du groupe Tata, monsieur Tata, est un homme qui vit de façon très humble dans un appartement à Mumbai et qui n'a jamais voulu profiter de sa position hiérarchique pour vivre dans une très belle maison avec un tas d'employés, etc., etc. Donc ça, c'est ce côté effectivement fantastique de l'Inde où on voit des paradoxes
très enrichissante d'un côté comme de l'autre. Je reviens juste sur un point, Emmanuel. Je partage tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté de la hiérarchie. Vous avez complètement raison, et le côté hiérarchique est très important pour un Indien. Ce qui est très amusant, effectivement, c'est quand on revient dans le côté de la spiritualité, on voit effectivement que ce côté hiérarchique change. Mais par contre, c'est effectivement quelque chose dans lequel ils ont un respect terrible. Alors, on va maintenant vous passer... Je vous en prie, vous voulez rajouter quelque chose ? Je voudrais juste peut-être dire quelque chose, si je peux me permettre, parce qu'il y a un thème peut-être qu'on n'a peut-être pas suffisamment abordé. Je crois que c'est important de l'aborder ici, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Moi, je pense que je suis très impressionné par la jeunesse de l'Inde, par le côté éducation universitaire de l'Inde, toutes ces grandes universités qu'il y a, cette richesse de jeunes Indiens qu'on voit partout dans le monde et, comme on disait tout à l'heure, qui reviennent. Et je pense que la grande chance de l'Inde, elle est dans la nouvelle génération de jeunes qui rentrent. Connaît-on d'ailleurs assez bien les diplômes indiens ? Les Français connaissent-ils assez bien ces diplômes ? Non, moi je pense que pour travailler avec beaucoup d'universités indiennes, que ce soit Bangalore, que ce soit Pune, que ce soit Hyderabad, je crois qu'il y a des universités et des campus indiens d'une qualité, je dirais, absolument remarquable, qui s'attaquent aujourd'hui aux problématiques de la mondialisation, et notamment de la pauvreté, etc. etc. Et moi, je conseillerais très fortement à nos universités françaises de se rapprocher de façon importante d'universités indiennes, parce que je pense qu'il y a des collaborations fantastiques à développer. C'est un message pour vous, Jérôme Rive. Voilà. Alors, il y a rapidité. Il y a des classements qui sont établis sur les différentes formations, et on y donne, nous, de l'importance, parce que il y a malgré tout beaucoup de niveaux différents dans les formations. Et nous, dans notre métier d'ingénieur ou de développement logiciel, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a différentes qualités de sourcing sur des ingénieurs qui viennent de certaines écoles versus d'autres écoles. Et puis, pour finir, et puis pour comparer par rapport à la Chine, l'Inde par rapport à la Chine, vous l'avez dit, la jeunesse indienne, le potentiel intellectuel en termes de formation, etc., fait écrire à la plupart des spécialistes économiques que la tendance Inde est quand même beaucoup plus prometteuse que la tendance Chine, si on raisonne à 10-20 ans. Alors, je le disais tout à l'heure, on va vous passer la parole maintenant, parce que vous avez très certainement, il nous reste une grosse demi-heure de questions. Mais pour conclure, si chacun d'entre vous, en une phrase, devait donner à potentiellement des personnes qui souhaitent s'implanter en Inde dans les mois, les années à venir, un conseil, quel serait-il en termes d'interculturel dans le management pur ? Je retiendrai le mot de Jean-François, c'est humilité, c'est fondamental. Pour Dima ? Moi, je reprendrai une phrase d'un écrivain français, Marcel Proust, qui dit « Dans chaque voyage, il ne faut pas chercher des nouveaux paysages, mais un nouveau regard ». Donc, ça s'applique, je pense, pour l'Inde. Donc, un nouveau regard. Et vous, Jean-François ? Un conseil, un seul. Allez-y. Alors bon, allez-y, maintenant c'est à vous à poser des questions. On va vous distribuer des micros. Je vais peut-être vous demander de poser de vraies questions, parce qu'on n'a pas le temps pour écouter divers commentaires qui seraient très intéressants, j'en doute pas une seule seconde. Mais profitez de la présence de nos trois intervenants pour, voilà, en vous présentant s'il vous plaît, et peut-être en vous levant. Monsieur, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Jérôme Bing, je suis associé dans un cabinet de sourcing en Inde, justement, avec des partenaires indiens qui sont basés à Pune. Et dans les différents développements qu'on essaie de mener avec des entreprises occidentales, parfois on a réussi, parfois on échoue. Et le commentaire régulier qui vient de nos partenaires indiens, c'est qu'ils ne comprennent pas forcément la logique industrielle des sociétés qui sont basées en Europe, notamment en France, encore plus particulièrement en France. C'est-à-dire qu'ils trouvent que notre cartésianisme n'est pas forcément si cartésien que cela dans le business. Qu'en pensez-vous ? Jean-François de la Vison, vous... Alors, je vais vous faire deux réponses. La première, c'est une réponse un peu provocative, c'est que je pense qu'il y a beaucoup aussi en Europe d'organismes qui ne comprennent pas la logique industrielle de certaines sociétés indiennes. Et je fais référence aujourd'hui au groupe Mittal. Il n'y a pas de... Je crois que c'est un problème de culture. Et je pense que tout à l'heure, dans ce qu'on disait, c'est qu'on est dans un monde en Europe, aux États-Unis, dans lequel le business et le parcours industriel, c'est de travailler sur des fusions, des acquisitions, on développe des sociétés, on les vend, etc. Et qu'on est en Inde dans une structure familiale, avec effectivement des sociétés qui existent, qui se passent du père au fils, etc. Moi, je suis vraiment impressionné de voir aujourd'hui, alors je parle encore du domaine pharmaceutique, de tous ces jeunes Indiens qui sont partis faire des MBA aux États-Unis et qui rentrent
pour succéder à leur père en Inde. Donc je pense que le modèle industriel, il y a une pérennité en Inde de faire d'un groupe industriel indien quelque chose qui va durer un certain nombre de générations, et qu'on vit aujourd'hui dans un monde, de notre côté en Europe ou aux États-Unis, où la rapidité, je dirais, d'évolution d'une entreprise est beaucoup plus forte. Et ça, c'est certainement, à mon avis, une des raisons qui fait qu'on ne se comprend pas toujours. Je suis d'accord, je rebondis là-dessus pour avoir discuté avec le directeur financier de Vicat, qui est une entreprise de béton-ciment. Cette société a fait le choix d'investir massivement en Inde et c'est une véritable réussite, mais parce que, vous le savez peut-être, mais ce business-là, du ciment et du béton, est un business très long terme. C'est-à-dire que quand on crée un site, une carrière, etc., c'est pour des dizaines et des dizaines d'années. Et ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que je pense que les Indiens comprennent plus facilement une stratégie d'une société qui est un minimum moyen-long terme, et ce qui n'est pas forcément notre quotidien, compte tenu de la pression qu'on peut avoir sur les mouvements financiers, etc. Et puis je voulais réagir sur les Indiens, les ingénieurs indiens qui vont faire leur formation aux États-Unis, en Europe, etc., et qui reviennent. Je crois que c'est relativement récent. Et j'ai eu des échanges avec mon directeur, qui était mon interlocuteur, qui me disait, oui, de plus en plus, moi je suis revenu assez tôt en Inde, il me disait, et j'ai de plus en plus de collègues ex-collègues formés aux États-Unis ou en Europe, qui reviennent maintenant. Y a-t-il d'autres questions pour l'un ou l'autre des intervenants qui sont là? Mademoiselle, là, devant vous, au deuxième rang. Bonjour, Nathalie Bellost. Je suis professeure à la Reims Management School et je travaille depuis plus de 15 ans sur l'Inde et justement les relations de travail entre les Français et les Indiens. Vous avez expliqué que vous avez fait une étude quand vous êtes arrivé avec Biomérieux donc en Inde sur les entreprises françaises et celles qui marchaient, celles qui ne marchaient pas. Donc j'aimerais savoir quelle est votre analyse. Alors on a donné une partie de la réponse, je pense, avec la question de monsieur, mais quelle est votre analyse justement sur le pourquoi et le comment? Et puis voilà, moi j'ai mon idée, mais j'aimerais bien entendre la vôtre. C'est pour Jean-François de la Vison, j'imagine. Les deux, oui. Enfin voilà, je pense que même avec le recul que vous avez, voilà. Je pense que d'abord, dans le monde du business, une joint venture, c'est toujours quelque chose de difficile. Et dans ma carrière professionnelle, j'ai vu un certain nombre de joint ventures qui n'étaient pas d'ailleurs forcément entre la France et l'Inde, franco-françaises, qui ne marchaient pas. Je crois qu'il y a un problème de différence culturelle, il y a un problème de différence de définition d'un objectif commun. Hein, on l'a dit tout à l'heure, sur quelle est la vision du partenaire indien, la vision du... Et je crois que dans des pays difficiles comme ça, enfin quand je dis difficile, complexe comme ça, c'est pas négatif ce que je dis, il vaut mieux démarrer une structure en étant seul, en ayant un actionnariat qui soit unique, quitte éventuellement après à s'associer avec des Indiens, mais je pense qu'il y a une différence culturelle trop forte pour, au départ, démarrer avec effectivement des partenariats qu'on ne maîtrise pas très bien. C'est de l'explication que j'en... Ça rejoint la réponse que vous aviez en tête? Éclairez-nous. Non, mais enfin, effectivement, là, vous prenez le cas de la joint venture, parce que effectivement, Mérieux est une grande entreprise. Mais je parlais plus généralement, on a cité un problème, par exemple, de stratégie pure, c'est-à-dire de dire, on a une vision peut-être plus court terme, et les Indiens ont une vision plus long terme. Donc ça, je pense que c'est un des facteurs. Après, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un problème d'accompagnement des entreprises françaises en Inde, et puis également, peut-être, dans les choix stratégiques des entreprises, des problèmes aussi internes dans les choix des expatriés, par exemple? Alors, complètement, vous avez complètement raison, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles Mérieux a réussi en Inde, c'est qu'on a été accompagné par un consultant local indien qui a beaucoup travaillé avec des entreprises françaises et qui a pu nous conseiller, nous indiquer la démarche à suivre. La deuxième chose, c'est que si vous, quelle que soit votre stratégie, vous envoyez sur place des gens, et on le disait tout à l'heure, qui n'ont pas cette culture, cette ouverture, cette humilité, cette acceptation, ça ne marchera pas. Une des raisons pour lesquelles Mérieux a réussi en Inde, c'est parce qu'on a envoyé quelqu'un de remarquable sur place, qui est parti et qui a compris la culture très vite, qui s'est adapté à la culture et qui a réussi à être une passerelle entre la culture indienne et la culture française. C'est indéniable. Emmanuel Poulet-Mathis, vous vouliez répondre aussi à madame? Oui, juste pour vous dire que quand Capgemini a pris la décision de faire Go en Inde,
on est allé chercher un spécialiste dans une autre société qui avait déjà fait la démarche. Voilà, c'est une recette de cuisine toute simple, mais qui marche souvent. Et que l'on a rencontré, si je peux me permettre, dans tous les pays précédents que nous avons traités, à savoir le Brésil, la Russie, la Chine, chacune des entreprises qui étaient représentées et qui venaient s'exprimer et témoigner nous expliquait qu'effectivement, d'envoyer au préalable et en amont quelqu'un pour s'imprégner finalement de la culture managériale et de la culture tout court du pays, c'était peut-être la seule recette qu'il fallait appliquer. En tout cas, c'est ce qu'on a beaucoup entendu. Y a-t-il, monsieur, là-bas? Levez le doigt qu'on vous identifie bien. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Je vous demandais de vous présenter. Merci, Guy Morlahuc, Europasia. Vous avez commencé à comparer les deux géants de demain que sont l'Inde et la Chine sur un plan particulier qui est le capital intellectuel. On pourrait discuter là-dessus, mais est-ce que vous pouvez aller plus loin et nous dire, si vous connaissez un petit peu la Chine, qu'est-ce que vous pouvez en dire en différence ou en avantage ou en inconvénient entre ces deux pays? Bon, tout d'abord, je ne connais pas du tout la Chine, si ce n'est dans les bouquins, donc c'est très limité, c'est pas mieux que vous en tout cas. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas que Capgemini a fait le choix Inde plutôt que Chine et s'en félicite tous les jours. Voilà, donc mon prisme est relativement régulier et pas très expert sur le sujet, donc je ne m'aventurerai pas tellement plus loin. Jean-François Delavison, oui, peut-être. Alors, je voulais surtout pas rentrer dans cette question-là et dans ce débat. Et quand Emmanuel a commencé à parler de la Chine, j'ai dit oulala, où ça va arriver? Alors, dans le groupe Mérieux est très. Pardon? Prenez le micro, monsieur. Ah, peut-être ne l'avez-vous plus, pardon. Votre président est quand même très connaisseur et acteur avec la Chine. Voilà, alors je ne rentrerai pas dans le débat là non plus, tout à fait, et je pense que Alain Mérieux connaît excessivement bien la Chine. Moi je pense que le problème, je n'y répondrai pas, je le poserai d'une façon différente, c'est que le jour où la Chine et l'Inde s'entendront, le centre du monde va bouger, et c'est là qu'il faudra se poser des questions. Ce qu'on peut dire aussi quand même en termes analytiques, c'est que quand même l'Inde s'est positionnée à ce jour particulièrement sur les services, ce qui n'est pas tout à fait le même positionnement que l'Inde, qui s'est quand même positionnée sur l'industrie lourde, l'industrie de main-d'œuvre, etc. Alors bien sûr, l'Inde maintenant cherche à grandir dans l'industrie, mais si on fait une photo aujourd'hui, c'est quand même un petit peu comme ça que ça se répartit. Et je dirais l'Inde est une démocratie, hein, on l'a dit tout à l'heure plusieurs fois. Moi, ce qui est impressionnant, l'Inde a été quand même gouvernée pendant un certain nombre d'années par un parti politique qui s'appelait le BJP, qui était l'association et la coalition de 24 partis politiques différents. Et quand le BJP a été élu, tout le monde a dit ça va durer 6 mois. Ils vont être incapables, et ça a duré, je dirais, 2 mandats. Donc je crois qu'effectivement, la grosse différence, elle est là. Mais moi, je pense surtout que, d'ailleurs, il y a des relations et des discussions très fréquentes entre l'Inde et la Chine sur les collaborations commerciales. Ça va être une puissance économique. Enfin, encore une fois, le pouvoir décisionnel dans le monde, s'il se déplace là-bas, ça va être quelque chose qui risque de changer beaucoup le système de la mondialisation. Oui, alors démocratie et respect de la propriété intellectuelle, même si les Chinois progressent bien sûr là-dessus. Mais c'est très important. Je vais vous donner un exemple dans les systèmes d'information. Nous, Capgemini, on a accès à des informations confidentielles de nos clients, ne serait-ce que des listes de contacts avec des numéros de téléphone, des dates d'anniversaire, etc. Enfin, des infos qui peuvent être personnelles. Le niveau de confiance sur les contrats de confidentialité qu'on peut passer avec l'Inde sont aujourd'hui plus importants que ceux qu'on pourrait passer avec la Chine. C'est peut-être des idées reçues, hein, mais c'est un peu l'état de la situation à ce jour. Oui, justement, pour comparer l'Inde et la Chine... Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Maud Coudray, avocat. Maud Coudray, avocat. Est-ce qu'une hypothèse de travail ne pourrait pas être le talent communicatif des Indiens, qui n'est pas celui forcément des Chinois, pour des raisons culturelles? Un caractère un petit peu plus introverti et soumis de la culture chinoise et beaucoup plus communicatif de la culture indienne. Ça, c'est une réalité. Moi, dans mes études, qui commencent à dater un petit peu, j'étais dans un lycée où il y avait effectivement pas mal de Chinois déjà à l'époque.
Et ça n'a rien à voir. Effectivement, la capacité à créer de l'empathie, à discuter sur des sujets divers et variés, d'être aligné finalement sur un certain nombre de valeurs, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, les Français et les Indiens, malgré toutes les différences qu'on a évoquées ici, ont quand même pas mal un terrain de jeu relativement commun en termes de culture, d'histoire. C'est assez facile d'échanger agréablement avec les interlocuteurs indiens. Alors, au-delà des comparaisons avec la Chine, qui sont compréhensibles, hein, parce que ce sont deux géants qui s'éveillent, y a-t-il d'autres questions à proprement parler, Madame, sur l'Inde? Devant vous, Catherine. Madame devant, voilà. Et après, voilà, et on passera à vous après. Oui, Laurence Jaillard, journaliste pour Acteurs de l'économie. J'aimerais que vous reveniez sur les castes, et en particulier, est-ce que vous pensez qu'il est important dans les relations d'affaires au niveau top, si vous voulez, important de connaître la caste à laquelle appartient son interlocuteur, et donc les valeurs, les modes de fonctionnement, les obligations inhérents à cette caste pour que la relation débouche? Vous voulez dire entre un Français et un Indien, ou entre deux Indiens? Non, entre un Français et un Indien. Bien. Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Alexandre Desvilleneuve, qui disait que pour comprendre l'Inde, il faut plusieurs vies. Donc d'abord, pour comprendre l'Inde, il faut croire en leur incarnation, et c'est une culture tellement complexe que les Indiens vous disent entre eux qu'ils sont capables, quand ils discutent, de savoir effectivement de quelle caste fait partie la personne avec qui ils discutent. Je pense qu'un Français, en tout cas, à mon humble personne, je suis incapable, quand je discute avec un Indien, de savoir s'il fait partie d'une caste et de quelle caste il fait partie, d'où la nécessité de cette humilité et de cette écoute. Et je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais voilà. Moi, je ne me lancerai pas dans cet exercice, effectivement, ce serait incorrect pour nous, Jean-François et moi, de poser la question à l'interlocuteur. La seule chose que j'ai entendue, et j'ai fait un certain nombre de voyages en Inde, c'est dans les équipes, etc., quelquefois on dit oh, tu sais, ce manager-là, il est brahman. Donc c'est la seule chose qui est ressortie. Le reste, j'aurais tendance à dire, ça ne doit pas être notre histoire. C'est sous-jacent, c'est sous-marin. Peut-être qu'il peut être intéressant de le comprendre, mais c'est très complexe pour peut-être mieux situer les jeux politiques qui peuvent exister, mais voilà, c'est sensible. C'est juste, bien sûr, pas poser la question, mais se renseigner avant. C'est simplement, là, il y avait eu un article dans Le Monde mardi qui parlait du dharma de Lakshmi Mittal et qui disait que si on s'était renseigné sur la caste dont venait Lakshmi Mittal, peut-être qu'on aurait pu éviter certaines déconvenues. Donc c'est simplement se renseigner avant, quoi. Et alors là, ce que vous dites, c'est très vrai, et je dirais c'est très vrai dans toute approche multiculturelle et interculturelle. Quand vous allez dans un pays, je crois que c'est effectivement important de connaître, mais c'est tellement compliqué cette histoire de caste quand vous savez que le président de la République en Inde aujourd'hui est un intouchable. Le président de la République en Inde aujourd'hui est un intouchable. Donc ça veut dire que quand on parle effectivement de ces castes et de ces intouchables dont on s'imagine que ce sont des gens qui font des pires besognes, etc., etc. Non, je crois que c'est tellement compliqué que, encore une fois, la meilleure façon de l'accepter et de le gérer, c'est d'être très humble par rapport à ça et surtout pas d'en faire un point de blocage dans sa discussion avec les Indiens. Ce que veut dire Madame, c'est pour tout pays peut-être d'être documenté, tout simplement sur ce que sont les castes, si tant est qu'on peut comprendre. Voilà, peut-être que c'est ce que vous vouliez dire à propos de Lakshmi Mittal, je ne sais pas. Donc voilà, d'essayer de se documenter peut-être, d'en savoir le plus, ça fait de mal à personne. Il y avait un monsieur là-bas, au fond, est-ce que je peux vous demander de vous lever, qu'on vous voit, parce que quand on est assis ici, c'est pas évident. Je veux bien Ah, ça y est. Ça marche. Bonjour, je suis Marc Prager, je suis consultant indépendant. Ma question concerne l'échelle des salaires que vous avez évoquée au début en disant l'écart est de 1 à 5 à peu près pour un jeune ingénieur qui démarre. Je voudrais savoir comment est-ce que ça évolue dans le temps aujourd'hui. Enfin, moi, j'étais en Inde beaucoup au début des années 2000, et de mémoire, cet écart était beaucoup plus important. Et puis, deuxième question, est-ce que cet écart est valable pour les fonctions managériales au-dessus, chef de projet, directeur de projet, etc. Que ce soit dans l'industrie. Donc, c'est une question pour vous, mais c'est une question aussi pour l'industrie pharmaceutique, éventuellement. Merci. Ok, je peux répondre sur mon métier. C'est que l'écart, il est assez stable. Alors, je disais 1,5 en moyenne pour un jeune ingénieur qui débute. C'est vrai que ça va être de 1 à 7.
Et l'écart va se réduire, en fait, quand on monte dans la hiérarchie. C'est-à-dire que je crois que, de mémoire, l'écart est de 1 à 3 sur un manager, je dirais, d'une entité, alors qu'il est de 1 à 7 sur un jeune consultant. Donc voilà, c'est ce que je peux vous donner comme tendance. Et par rapport au temps, je n'ai pas l'analyse par rapport à l'année 2000, mais entre moi qui travaille avec je dirais, les équipes indiennes depuis 2006, c'est resté relativement stable. Purnima, vous vouliez intervenir sur cette question? Oui, concernant les salaires, il faut aussi comprendre que les attentes des Indiens quand ils travaillent dans l'entreprise, c'est aussi un peu au-delà des salaires, c'est-à-dire les avantages différenciants, que ce soit la sécurité sociale, l'éducation pour les enfants, le logement, les primes de transport. Donc il faudra bien penser à intégrer tous ces éléments parce que la vie en Inde, on ne peut pas s'y faire juste avec un salaire basique. Et de plus en plus, les entreprises occidentales maintenant se mettent dans ce système de salaire indien. Et l'inflation fait que les salaires doivent évoluer très vite. C'est de plus 20% chaque année. Donc il faut bien se tenir au courant du marché, des prix du marché d'emploi. Parce que si on regarde les jeunes Indiens, ils sont bien sûr talentueux et ambitieux, mais ils ont une conscience de leurs valeurs et de leurs attractivités sur le marché d'emploi. Donc, ils iront là où il y a le meilleur salaire, la meilleure formation et une satisfaction d'emploi. Donc, il faut englober pas seulement le salaire, mais tous ces avantages autour du salaire et présenter une évolution de carrière visible. C'est ça qui marche pour l'Indien. Il faut qu'il visualise où il sera dans les 3 ans à venir, dans les 5 ans à venir. Et un manager occidental doit travailler ça lors des évaluations. Oui, quand je disais que c'était assez stable, c'est à pondérer avec l'effet, je dirais, effectivement d'inflation un peu différent, mais les tendances restent à peu près les mêmes. Ma question, alors, il y a une... Pardon, excusez-moi, je voulais finir... Pardon, je ne vous voyais plus. Ouais. Je voudrais bien vous en prie, monsieur. L'avis de monsieur aussi. Mais ma question concernait le coût. C'est-à-dire, le coût, c'est le salaire, plus des charges, plus des avantages, etc. Pour savoir qu'est-ce qui faisait que autant d'entreprises françaises avaient intérêt ou pas éventuellement à aller en Inde. Donc, ma question concernait le coût global d'un ingénieur en France vis-à-vis d'un ingénieur en Inde. Donc salaire plus avantage, ce sur quoi Absolument. Purnima vous a répondu, semble-t-il. Je vais prendre une dernière question parce qu'on avait promis de vous libérer à temps pour tous ceux qui ont des rendez-vous vers 14h, donc ça sera malheureusement la dernière. Monsieur, je vous en prie. Donc Paul-Marc Collin, responsable pédagogique du Master Management International. Permettez-moi tout d'abord de partager la fierté pour une de nos anciennes élèves, donc pour Mina, du programme European Business Reality. Donc bravo, merci, et puis vous êtes un role model pour nos étudiants. Deuxièmement, d'inviter tous les participants d'aujourd'hui à nous rejoindre les 26 et 27 mars pour les journées franco-indiennes où nous développerons les thèmes dont vous avez parlé, notamment sur les nouveaux business models. 26 et 27 mars, ici même, journée franco-indienne avec une matinée complète autour des aspects de business model. Et puis ma question est la suivante, très courte. Est-ce que vous voyez est-ce que nos intervenants, au-delà du cas de Mittal et de Tata, est-ce que vous voyez émerger d'autres conquérants du monde, d'autres conquérants indiens de la globalisation dans vos pratiques respectives? Toujours pareil, dans mon métier, oui, il y en a d'autres. Il y a une société comme Wipro, qui est une énorme société de services informatiques qui arrive sur le marché français depuis déjà maintenant plusieurs années et qui essaye de s'y implanter. Oui, ils ne sont pas les seuls. Je parlerai plutôt des jeunes entrepreneurs indiens qui démarrent toute une nouvelle dynamique de créer un business model complètement à part, indien. Par exemple, il y a 2 anciens d'Amazon indiens qui sont rentrés en Inde et créé pour la première fois un site de e-commerce de livres et d'autres produits qui s'appelle Flipkart. Et du jour au lendemain, ça a fait une grande réussite en Inde parce qu'ils étaient les seuls à comprendre qu'est-ce qu'un consommateur indien cherchait vraiment en achetant en ligne. D'abord, un Indien ne va jamais faire confiance ou faire pas confiance à un système de paiement en ligne pour diverses raisons.
et se faire livrer gratuitement, comme une pizza en France. Donc, en Inde, c'est très courant de faire livrer des légumes, des aliments et tout. Donc, ils ont intégré ce modèle dans le système plutôt entreprise plus formalisé. Et donc, il faut regarder ces nouvelles entreprises. Je dirais, il y a beaucoup à apprendre et beaucoup à regarder pour comprendre pourquoi l'Inde réussit aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'était promis comme ça. Je voudrais vous remercier à tous ceux qui ont participé aux multiples conférences qui ont pu avoir lieu depuis le 9 décembre 2011, je me souviens de la date, avec Olivier Ginon. Voilà, d'être venu écouter tous ces témoignages. Merci beaucoup encore à vous trois.